Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de djelli, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Si on doit aborder notre première partie qui concerne l'histoire et les dynamiques africaines, dans l'ouvrage que vous avez préfacé, l'ouvrage que tu as préfacé, Les esclaves en Afrique, passé, présent et héritage, dirigé par Marie-Pierre Ballarin et Clara Boyer-Royol, est paru en 2024 aux éditions Cartana. Dans cet ouvrage, tu nous parles notamment des impacts socio-économiques, politiques de la traite sur les sociétés africaines, justement, dans la période du 15e jusqu'à la colonisation. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer quel est l'impact que cette traite a pu avoir dans les sociétés africaines sur ces différents plans? Disons qu'avant le contact avec l'Europe, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'Atlantique, les sociétés africaines ont leur propre dynamique. Ces sociétés sont structurées socialement, hiérarchisées, avec des pouvoirs politiques très anciens. C'est des sociétés, j'allais dire banalement historiques, avec leur système de domination, leur hiérarchie, leurs différences, des systèmes de domination où il y a des détenteurs du pouvoir, il y a des gens qui sont exclus du pouvoir. Il y a des esclaves, il y a des maîtres d'esclaves, un esclavage réintégré dans son contexte qui n'est pas l'esclavage colonial de l'Amérique ni l'esclavage du monde arabe, mais n'enlève rien au fait que c'est l'esclavage et qu'il reste aussi condamnable. C'est-à-dire souvent, dans l'idéologie de beaucoup d'Africains, ils tendent à vous dire oui, l'esclavage en Afrique était doux, était humanisé ou quoi, intégré à la famille. Ça, moi, je suis formel. Il n'y a personne qui veut être esclave et l'esclave est toujours fondé sur la violence. Maintenant, son mode de gestion dépend des contextes et de l'utilisation des systèmes économiques, socio-culturels et tout ça agit. Mais de là à vouloir créer un esclavage africain doux et humain, il y a l'esclavage en Afrique, pas un esclavage africain qui serait plus humain ou autre. L'esclavage est toujours quelque chose qui nie la liberté de l'individu, qui le dépersonnalise, le désocialise et sous ce rapport, les systèmes esclavagistes sont similaires. Maintenant, la gestion des esclaves, ça, c'est autre chose au quotidien. D'accord. Cela dit, ces sociétés africaines, donc, avec leur dynamique, qui constituent des États, des empires, l'empire du Ghana, du Tekrour, du Mali, du Songhai, avec des transformations politiques, des systèmes économiques les plus variés au monde, déjà très ouverts au monde. Et dès le début, je peux même remonter peut-être jusqu'à l'apparition de l'Homo sapiens sapiens. Il commence à bouger et à aller coloniser l'Europe et partout. Donc, il y a une dynamique sociale, une création historique in situ. Il y a des processus historiques en cours, contrairement à ce que l'idéologie coloniale va vendre, que les sociétés africaines sont sans histoire et que s'ils sont en mouvement avec des dynamiques internes, c'est une intervention extérieure qui le provoque. Il n'y a rien de plus faux que cela. Ces sociétés étaient structurées avec des États et on a encore dans les mémoires autochtones, dans les mémoires africaines, l'origine, la naissance, la genèse de ces histoires sont racontées. Quand je prends l'état du Waalo dans l'embouchure du fleuve Sénégal, on connaît son histoire depuis le XIVe siècle. Les griots nous le racontent avec une très grande, aussi fiable que les archives écrites. Donc, c'était des sociétés structurées avec des systèmes de domination. Quand l'Europe débarque sur les côtes africaines, ils sont en contact avec des sociétés africaines
qui se distingue des sociétés de l'intérieur du continent parce que le cœur politique, le cœur économique de l'Afrique battait, de l'Ouest au moins, battait autour de la boucle du Niger, l'Interland. C'est là qu'on a les grandes constructions étatiques, les grandes constructions impériales, avec le Mali, très connu du monde depuis très longtemps. Tout l'université de Sankoré. Voilà. Mais l'Europe aborde l'Afrique sur ses marges, sur sa partie, disons, la plus vulnérable. Oui, il est fragile, effectivement. Qui est sur les marges des grandes constructions étatiques. Et qu'est-ce que l'Europe apporte de nouveau? Ce sont des instruments qui peuvent participer à la conquête du pouvoir. C'est le fer, les chevaux et plus tard les armes à feu. Et au départ, l'Europe ne démarre pas par une demande sur les esclaves. C'est sur l'ivoire, c'est l'or, principalement l'or, jusqu'à ce que l'Amérique, l'exploitation de l'Amérique démarre. Et même avant l'exploitation de l'Amérique, Sao Tomé et Principe, les îles du Cap-Vert et tout ça, où on expérimente les systèmes de plantation. Donc, quand ces Européens débarquent sur les côtes africaines, ils entrent en relation marchande avec les Africains, offrent ce qu'ils ont à offrir, et les Africains répondent à cette demande en offrant des peaux et cuirs. Par exemple, quand je prends la côte du Sénégal, ce qu'on appelle la petite côte autour de la station balnéaire de Saly, c'était un endroit où le principal produit qui était demandé par les Portugais, c'était les peaux et cuirs. Ils en ont fourni une quantité incroyable et il y a une thèse de Nice Isabelle de Moraes qui a fait sa thèse sur cette question des cuirs et peaux. C'est à partir du XVIIe siècle que commence à émerger véritablement une forte demande de captifs. Et donc, ces sociétés hiérarchisées avec des pouvoirs plus ou moins centralisés, ce sont les élites qui vont entrer en contact avec le monde marchand européen qui s'installe sur la côte, qui s'installe à Gorée, qui s'installe à Saint-Louis, à l'île Saint-Louis. Et ce n'est pas le hasard que les premiers navigateurs, les premières installations se font dans des îles, parce que ces Européens qui arrivent sont plutôt en terre étrangère et très fragiles. C'est pourquoi ils s'installent dans les îles, pour être protégés contre une éventuelle insécurité. Mais ils entrent en relation avec les États organisés qui sont là. Et quand vous regardez, à partir de ce moment, les élites qui habitent sur les côtes accèdent aux armes et arrivent à se libérer de la tutelle des États centralisés qui sont à l'intérieur du continent. Je prends l'exemple de la Sénégambie, que je connais le mieux. À l'époque, on a deux grands empires, l'empire du Gabou et l'empire du Jolof. Mais dès que les provinces qui sont sur les côtes accèdent à des armes, ils arrivent à développer une logique de dissidence et à prendre leur indépendance. Et quand ils prennent leur indépendance, on regarde une carte. Chaque province qui prend son indépendance a un débouché sur l'Atlantique. Le Waalo est sur Saint-Louis, le Cayor, c'est sur Rufisque, Bargny, le Bawol, c'est sur Portudal, Saly Portudal, le nom est bien choisi. Le Sine, c'est un État plus au sud, est ouvert sur Joal. Donc la nouvelle configuration géopolitique, c'est de tout petits États connectés à l'Atlantique directement, ou bien ils sont connectés sur un fleuve qui débouche sur l'Atlantique. Les États côtiers. Les États côtiers, et ainsi démarre une économie d'extraction qui se poursuit jusqu'à nos jours. On pompe les sociétés africaines de leurs ressources. Et ces gens, ces élites qui accèdent à ces armes, qui accèdent à ces produits qui font le symbole du pouvoir, contrairement à ce que les gens racontent en disant qu'on a vendu des gens avec de la pacotille, ce n'était pas de la pacotille. C'était des produits qui sont symboles de pouvoir. Le tissu, la verroterie, les armes, les chevaux, le fer. C'était des produits de très grande valeur dans ces sociétés et qui permettent de contrôler le pouvoir. Avec le fer, on fait des armes. Et donc, progressivement, les États vont être transformés radicalement dans leur fonctionnement. De plus en plus, ils vont se militariser. Les traditions de dévolution du pouvoir vont être subverties. À chaque succession, ce sera la guerre civile parce que l'État, c'est le lieu d'accès aux produits venant de l'extérieur qui organise l'extraction des produits africains, dont les captifs. Donc là, ce que tu nous décris, c'est une modification profonde, majeure déjà de l'économie,
de la géopolitique. Et de la géopolitique, puisque au départ, comme tu le précises, en fait, l'État est d'abord dans l'interland, il est plutôt central et non côtier. Donc là, déjà, il y a inversion, en fait, de rapport de pouvoir. Exactement. Et donc, l'économie, en fait, n'est plus liée à un besoin du développement naturel de l'État à sa grande échelle, mais il vient, comme tu le précises, être pompé et alimenter un besoin extérieur qui est complètement déconnecté des besoins des ressources naturelles des États. Vous avez une société qui de plus en plus se coupe en deux. Ceux qui participent au commerce avec les Européens Oui. et qui disposent des ressources pour aller investir les villages, les communautés paysannes qui sont encerclées, mises en captivité et vendues. Quand tu dis ressources, tu parles d'armement, par exemple? D'armement, d'alcool, de consommation d'alcool, d'armes. L'alcool devient même un symbole du pouvoir. Celui qui est exclu du pouvoir n'a pas accès à l'alcool. Il n'a pas accès aux armes, il n'a pas accès aux chevaux. Parce que dans ces États, ce qui caractérise, je donne l'exemple de la Sénégambie, quand l'État du Jolof explose, il ne reste plus qu'un petit territoire qui est le Jolof à l'intérieur de l'actuel Sénégal. Sur la côte, vous avez l'État du Waalo, vous avez l'État du Fouta sur le fleuve, parce que les bateaux vont chercher les captifs jusque dans le haut fleuve Sénégal. Donc, ils traversent le Fouta qui participe comme tous les autres États, le Gadiaga Mali. vers le Mali, à la frontière Sénégal, actuelle Sénégal, Mali, Mauritanie, le Waalo, sur la côte atlantique, le Cayor, le Baol, le Sine, le Saloum. Tous ces États participent à cette traite. Et qui est vendu, ce ne sont pas tous les Africains. Ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas vendus. Il peut arriver que exceptionnellement l'un d'entre eux soit capturé parce qu'il cherchait à capturer quelqu'un, on l'a capturé. Et souvent, on a monté en épingle les aristocrates et ces élites capturées pour camoufler le fait qu'il y avait un groupe qui était véritablement visé, c'était les communautés paysannes qui étaient rasiées et vendues sur la côte, d'abord rasiées par les élites aristocratiques, remis aux groupes marchands qui les acheminent vers la côte en cohorte d'esclaves, et tout ça est très bien organisé. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le désordre. Chaque État a son système bien organisé et les produits circulent sous le contrôle de l'État. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est même pas n'importe quel village qui est rasié et pillé. Souvent, on va rasier un village étranger parce que contrairement à ce que les gens pensent, en pensant que tous ces gens, c'est des frères parce qu'ils sont tous noirs ou parce qu'ils sont tous africains, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui encore, tous les Africains ne sont pas des frères. Il y en a qui sont capables d'en massacrer d'autres, et ainsi de suite. C'est des sociétés humaines comme toutes les autres sociétés humaines, dans une dynamique historique qui est très connue. Ces sociétés, avec leur dynamique interne, ont participé à cette connexion atlantique de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique à l'époque du mercantilisme. Et ce mercantilisme demandait de la main-d'œuvre. L'Afrique est sous ce rapport devenue une périphérie de l'Amérique qui elle-même était devenue une périphérie de l'Europe. Il est arrivé même qu'on ait un commerce en droiture, c'est-à-dire qui quitte l'Afrique et va directement en Europe. Il y a des esclaves qui sont arrivés en Europe venant directement d'Afrique, en particulier dans le monde ibérique. Il se dit qu'à un moment donné, à Lisbonne, il y a une telle communauté noire qui est tellement forte qu'on parle d'un pourcentage quand même assez conséquent qui a vécu au Portugal à partir du 16e, 17e siècle. On parle de 10%. Voilà. 10% de la population de Lisbonne. Notamment, effectivement, à Lisbonne. Donc, contrairement à l'imaginaire qu'on a développé et l'idéologie qu'on a développée pour faire croire que c'était des Blancs qui arrivaient sur la côte, entraient à l'intérieur du continent, ramassaient les gens, les ramener sur les côtes pour l'amener en Amérique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y avait des États africains bien organisés, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, qui défendaient leurs intérêts d'aristocrates et qui pillaient les villages pour les vendre comme captifs contre des chevaux, contre de l'alcool, contre des tissus, contre des perles qu'amenaient les Européens. Et en même temps, ils leur vendaient d'autres produits, ivoire, or, peau et cuir. C'était un commerce qui, après, va transformer politiquement ces États parce que la violence commence à devenir le facteur politique numéro 1. Parce que le seul lieu d'accès à ces ressources, c'est le contrôle du pouvoir politique.
Et dans ces sociétés, il y avait un groupe qu'on appelait, par exemple, si je prends les sociétés Wolof, Kayor, Bawol, Waalo, et même Sine et Saloum, l'État est structuré d'une façon telle qu'il y a ce qu'on appelle les bourgs. C'est ceux qui contrôlent le pouvoir. Les autres, on les appelle Badolo. Badolo, ça veut dire celui qui n'a pas de force, donc qui est exclu du pouvoir. C'est l'immense majorité de la population. Et c'est eux qui vont être les victimes de la traite. Donc, tous les Africains n'ont pas été victimes de la traite. Il y a des communautés socialement déterminées, géographiquement bien situées, politiquement identifiables, qui ont été les victimes de la traite, là où d'autres Africains, particulièrement les élites politiques qui contrôlent le pouvoir de l'État et les élites marchandes, avec parfois même les élites religieuses de connivence, en rapport avec les comptoirs de commerce européens qui ont organisé ce système, et d'autres Africains ont réagi vigoureusement en contestant le système. Et la première plus grande contestation de ce système est venue de la Mauritanie, avec un jeune qui a mobilisé au nom de l'islam des jeunes comme lui dans un parti qui s'appelait le mouvement Toubnan, qui veut dire renoncer à consommer l'alcool, parce que l'alcool jouait un rôle très important. Ils ont dit que tant que ces souverains-là, tant que ces élites consommeront de l'alcool, ils continueront à vendre les populations. Ils ont dit aux populations, Dieu ne vous a pas donné des rois et des princes pour qu'ils vous pillent et vous vendent et vous tuent. Il vous a donné des rois pour qu'ils vous protègent. Et si les rois ne vous protègent plus, vous êtes en légitimité de vous révolter contre eux. Ils ont mobilisé les masses paysannes qui étaient exclues du pouvoir politique et ils ont vaincu tous les États esclavagistes du nord de la Sénégambie ont été vaincus en 1673 et remplacés par ce qu'on appelle les Bourjulit, les rois musulmans qui ont aboli la traite pendant 4 ans. Comment le savons-nous? Par un rapport qui a été découvert par hasard dans une bibliothèque municipale en France par Richie Carson, une chercheure américaine, et qu'il a publié dans le bulletin de l'IFAN qui s'appelle « 2 textes sur le Sénégal » en 1968. C'est pour la première fois dans les traditions orales, on parlait de pouvoir bourjulit, mais personne ne savait ce que c'était, ni ne connaissait la date. C'est l'une des faiblesses des traditions orales. Mais quand on a trouvé le rapport, on a pu reconstituer parce que le rapport avait été écrit par le directeur de la compagnie du Sénégal qui s'appelait Chambono et qui était très dépité par le fait que ce djihad musulman du XVIIe siècle avait aboli la traite des esclaves et s'était emparé du pouvoir des élites non musulmanes qu'on appelle les élites Kiedo, qui étaient en partenariat avec les compagnies européennes, avaient organisé la traite. Mais bien avant le XVIIe siècle, d'autres États africains, comme l'État du Mali, notamment Soundiata Keïta, lors de l'intronisation de l'État, quelle était sa position par rapport à justement tout ce qui est rapport à la traite, justement? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Empire du Mali. Je sais que dans le conflit qui a opposé Soundiata et Soumangourou, si vous relisez l'épopée Mandeng, il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est que Soundiata se relève en s'appuyant sur des béquilles. Je crois que ça doit être la symbolique de la métallurgie du fer. Parce qu'à l'époque, les souverains, c'était les forgerons qui étaient les souverains des États, parce qu'ils contrôlaient la métallurgie du fer stratégique dans l'armement et l'agriculture. Donc, ça leur donnait accès au pouvoir parce qu'ils étaient capables de fondre le minerai de fer et de fabriquer des armes. Donc, symboliquement, les béquilles de Soundiata, c'est s'appuyer sur la métallurgie du fer pour tenir debout et conquérir le pouvoir. Mais où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans un marché. Symboliquement aussi, je ne pense pas que ça soit le hasard. Et le marché où on le trouve, je crois, même si je commence un peu à prendre de l'âge, mais je crois que le marché où on l'a trouvé, c'était plus du côté des relations avec le monde arabe. En tout cas, c'est pas dans la partie occidentale du Mali, ni dans la partie méridionale de l'Empire. Donc, on peut y voir peut-être une connexion avec le monde transsaharien qui va lui donner les ressources de vaincre le roi autochtone, Soumangourou, à qui on a donné le mauvais rôle dans l'épopée Mandeng. Mais je pense qu'on peut y voir aussi les luttes idéologiques autour de la mémoire. Mais ça, c'est à décrypter par les spécialistes. C'est Muriel Tamsir Niane qui nous a fait part de cette belle épopée. Oui.
Pour faire le lien avec ton propos précédent, en lien avec le rôle, justement des sociétés africaines, dans notre sujet, en septembre 2001 à Bamako, il y a eu, donc le congrès, des historiens africains et il me semble, parce que dans ton introduction tu nous en as pas parlé, mais tu faisais partie du bureau, il me semble. Hein, c'est vraiment une position très importante, hein, dans l'histoire. Il semblerait que lors de ces débats, il y a eu vraiment une intensité dans les différentes thèses sur la question. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Djelia. Pensez à liker, commenter et partager. Djelia, notre histoire, notre héritage. Jelia, 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 Jelia.